Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Alors, qui des Bleus ou des Lions de l'Atlas face à l'Argentine en finale de la Coupe du Monde? France-Maroc, c'est un peu plus que du football, c'est un peu plus qu'un match de Coupe du Monde. Il y a d'abord comme un petit air de Coupe de France. Ça, c'est ce que disait le jour en conférence de presse Walid Regragui, le sélectionneur marocain. C'est plutôt bien vu. C'est un peu plus que du foot aussi, cette demi-finale. Sinon, comment vous expliquez le soutien débordant apporté aux hommes de coach Walid, bien au-delà des frontières du royaume chérifien? Bonjour Louis aux Alters. Bonjour Dimitri. Journaliste politique à Marianne, bienvenue sur Europe 1. Yves Tréhard est avec nous aussi, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour. Un petit air de Coupe de France. C'est marrant cette expression de Walid Regragui. Ouais, c'est une belle expression. Il la connaît bien, la Coupe de France. Il l'a joué plusieurs fois. Ouais. Parce qu'il a joué en France. Il a joué notamment sur... mais parce qu'il y a plein de joueurs qui évoluent en France là, dans cette formation marocaine. Il se voit comme le petit Pousset, vous pensez alors, de cette Coupe du Monde? Mais il est le petit Pousset, il l'est. Et il est tout à fait conscient du fait que la France est largement favorite, et elle l'est, c'est incontestable. Elle est favorite sur le papier parce qu'elle a des joueurs qui sont d'un très très haut niveau, un collectif, une équipe qui marche bien, mais en face, il y a une équipe marocaine qui a aussi quelques pépites dans son effectif qui feraient d'ailleurs très bonne figure en équipe de France, et qui ne sont pas en équipe de France parce qu'ils ont choisi de jouer avec le Maroc pour certains d'entre eux, et ils jouent avec le cœur, ils ont un cœur gros comme ça, et évidemment quand vous êtes dans cette position-là, tout est possible parce que rien ne vous arrête, et même si vous avez face à vous les meilleurs du monde, vous pouvez les battre. Alors c'est marrant parce qu'on voit fleurir un peu partout dans les journaux ce matin des papiers sur la relation franco-marocaine. Ça c'est autre chose. Oui, mais c'est l'air de rien, c'est quand même la toile de fond de ce match-là. Comment vous regardez les choses, Louis aux Alters? On lit partout, la France c'est le premier partenaire commercial du Maroc, le Maroc c'est le premier partenaire de la France en Afrique. Oui, on a cette relation spéciale, mais c'est grippé. À quel point ça rejaillit sur le match de ce soir? Je ne sais pas si ça va rejaillir en termes footballistiques. Yves l'a dit, il y a une équipe de Maroc qui est étonnante depuis le début de la compétition. Il y a un verrou défensif. Ils n'ont encaissé qu'un seul but depuis le début du mondial. C'est impressionnant. Donc ça pourrait contrarier les attaquants français. Et par ailleurs, vous avez une défense française qui, à l'inverse, a parfois fait peur depuis le début du mondial. Bon, ça, c'est l'aspect footballistique. La relation marocaine, c'est vrai qu'elle est grippée depuis 4 ans à peu près. Le roi Mohamed VI et Emmanuel Macron n'ont pas eu tête à tête depuis 2018, donc ça dénote une sorte de glaciation. Apparemment ça n'a pas accroché, alors même que l'une des premières visites à l'étranger qu'avait réservé Emmanuel Macron quand il était devenu président de la République, c'était au Maroc, c'était en juin 2017. Ça s'était d'ailleurs très bien passé, du moins sur les images, mais c'est le genre de relation avec laquelle nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés d'avoir une relation avec le Maroc, ne serait-ce que parce que 800 000 Marocains vivent en France, que c'est l'une des premières communautés, qui a un partenariat indispensable sur les plans économiques bien sûr, mais aussi sécuritaire et migratoire. Et l'une des raisons pour lesquelles la relation est grippée, c'est la même raison que pour l'Algérie et la Tunisie. Ce sont les fameux laissez-passer consulaires que le Maroc doit accorder à ses ressortissants que nous voulons expulser là-bas. Et depuis que la France a sanctionné le Maroc en représailles en abaissant le nombre de visas accordés, c'est la guerre froide, parce que ces visas, des Marocains en ont besoin pour venir en France, y compris des membres de l'élite marocaine, c'est-à-dire cette élite francophone qui aime aller en France, qui vient souvent, qui fait souvent l'aller-retour au-dessus de la Méditerranée, et qui se retrouve sanctionnée aussi par cette décision française, mais qui est légitime, parce que c'est comme ça les relations diplomatiques. Est-ce que c'est ça qui a vraiment blessé les Marocains, sentiment de trahison, même on lit ça et là, ça, ou le fait que la France, c'est vrai, depuis François Hollande, privilégie plutôt le voisin algérien, et on sait que la rivalité entre le Maroc et l'Algérie, c'est quelque chose. Oui, c'est une grande... Alors, cette rivalité, cette mauvaise ambiance entre Rabat et Paris, elle est bien antérieure, attention, elle date d'il y a 15 ans à peu près, parce que les services secrets marocains et les services secrets français, il y a eu des coups de froid énormes, et qui s'expliquent, et qu'on a vu d'ailleurs à travers des enquêtes contre le terrorisme, contre l'immigration clandestine, contre beaucoup de choses, parce que les services secrets marocains, c'est le verrou, d'une certaine façon, de toutes les enquêtes sur l'Afrique, sur le continent africain, parce que le Maroc a une influence énorme, y compris sur l'Afrique subsaharienne.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, la France a joué beaucoup l'Algérie. L'Algérie et le Maroc se détestent sur un sujet qui est capital, c'est celui du Sahara occidental, que le Maroc estime être comme étant son territoire, et que l'Algérie, évidemment, est derrière le Front Polisario contre justement la revendication marocaine. Et c'est pour ça que le Maroc, d'ailleurs, a été mis au banc de l'Union africaine pendant de très très longues années. Donc ça c'est vrai que ça pourrit pas mal les relations entre la France et le Maroc. La France ne veut surtout pas non plus se couper d'Alger et de l'Algérie. Mais vous savez, ce match-là, c'est pas ces histoires diplomatiques qui brouillent les cartes. Alors c'est quoi? C'est les binationaux. Vous vous rendez compte que vous avez en France, ici là, vous avez 500 à 600 000 Louis disait 800 Marocains. Marocains. Et certains ont la nationalité française, bien sûr. Franco-marocains, y compris d'ailleurs ici et là-bas. Vous en avez aussi beaucoup là-bas. Et quand vous êtes français marocain, c'est quand même un drôle de match, en fait. Vous gagnez à tous les coups, vous perdez à tous les coups aussi, d'une certaine manière. Mais alors, ce qui est assez intéressant, c'est de voir aussi cette espèce de panarabisme de circonstances derrière la sélection marocaine. Le monde arabe est tellement heureux d'avoir une équipe en demi-finale et ça tombe sur la France. Alors, ce serait n'importe quelle autre sélection, ce serait pareil, mais c'est drôle de voir ce soir 50 000 personnes. Il n'y aura pas que des Marocains dans les tribunes qui auront tous le maillot rouge et vert. Bien sûr. Et mais c'est marrant, D'ailleurs, le parallélisme des formes est curieux parce que la France est le dernier pays européen qualifié, mais il n'y a pas toute l'Union européenne qui est derrière la France en expliquant que c'est la chance de l'Europe. Alors évidemment, ça lie à une frustration qui est celle que effectivement le Maroc fait l'exploit. Tous les Brésiliens sont bien sûr. Au contraire. D'ailleurs, on n'a pas eu notre Brésil-Argentine que beaucoup voulaient, mais qu'on n'aura toujours pas à cette édition. Mais alors, je suis un peu frustré cette identification du monde arabe à je pense qu'il y a plein de choses. Il y a évidemment une frustration footballistique qui naît du fait que c'est la première fois qu'une équipe africaine se qualifie va aussi loin à ce stade de la compétition. C'est vrai que là, la Coupe du Monde, c'est un peu l'apanage d'équipes européennes et un petit peu sud-américaines aussi, il faut bien le dire. Et puis je me demande s'il se joue pas là quelque chose d'identitaire, quelque chose de revanchard, c'est-à-dire le match avec l'Occident. Et je pense qu'il y a aussi le foot est évidemment devenu le reflet des tensions géopolitiques et des âmes des peuples et de leurs pulsions quelque part. Et c'est pour ça qu'on a ce débat-là. On parle pas uniquement de football, on parle de géopolitique, on parle de politique tout court. Donc je pense qu'il se joue quelque chose de ce qui avant était l'effet tiers-monde, qui maintenant qui a été le panarabisme d'ailleurs dans les années 50, 60, qui maintenant se retrouve plus dans l'islam, parce qu'en fait c'est plus une certaine conception de l'islam qui maintenant relie à la fois des pays arabes, africains et même certains en Asie. On est dans cette continuité en fait d'une histoire longue où tout un pan de la planète, des pays moins développés, des pays du continent africain, des pays un petit peu du continent asiatique, se retrouve et essaye de communier dans ce qui est quand même quelque part un certain parfum de revanche vis-à-vis de l'Europe. Et là-dessus, nous véhiculons évidemment le post-colonialisme et toutes des histoires que nous n'avons pas fini de purger. J'espère que ce soir ne sera pas un nouvel épisode de règlement de compte lié évidemment à la colonisation.